Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la présentation du dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos favoris, les coureurs que vous allez suivre, votre grosse cote pour cette journée. Quand vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis, ça me soutient également parce que plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, juste après la mise en ligne d'une vidéo, elle est plus mise en avant par la plateforme. Et puis, le deuxième moyen pour me soutenir, c'est de faire un super thanks. Mais ça, c'est seulement si vous en avez les moyens. Alors, Tour de Lombardie, retour du mur de Sornano cette année. Ça, c'est déjà une grande nouvelle. On espère juste que la sécurité sera là du côté de la descente parce que Sornano, il y a eu Remco Evenepoel, il y a eu Jan Bakelands aussi parmi les victimes de la descente du mur de Sornano. Mais c'est vrai que le Tour de Lombardie sans le mur de Sornano, ça t'enlève quand même, surtout dans ce sens-là, peut-être la difficulté majeure pour faire la différence. Parce que le Tour de Lombardie, c'est dur. C'est vrai que c'est dur le Tour de Lombardie, en termes de kilométrage, c'est long. Vous avez quand même pas mal de difficultés dans la journée aussi, tout simplement. En dénivelé positif, on est sur un... alors, est-ce que ça va me le mettre en résultat? Bien entendu, non, ça va pas vouloir me le mettre. Comme ça va peut-être marcher. Voilà, ça a marché comme ça. Mais le Tour de Lombardie, c'est 4818 mètres de dénivelé positif sur 252 km, donc c'est beaucoup. C'est plus qu'un Liège-Bastogne-Liège, c'est le monument avec le plus de dénivelé positif. Mais il n'y a pas forcément des énormes pourcentages à certains moments de la course. En fait, il y a des moments où c'est très dur. Le mur de Sornano, il y a des côtes aussi sur la première partie de course qui sont très compliquées. Puis il y a d'autres passages où c'est extrêmement roulant. Madonna del Ghisalo, c'est extrêmement roulant par exemple. Donc la difficulté se concentre vraiment à certains moments de la course. Ça reste quand même une épreuve. On va être sur sur du 6 heures de vélo, plus de 6 heures de vélo. C'est vrai que l'année dernière, ça avait roulé vite avec la victoire de Pogacar. Mais dans ce sens-là, si on regarde en 2022, c'était 6h21 de vélo. C'était plus rapide, mais c'était plus court aussi en 2020. Si on prend 2019, 5h52. Donc c'est quand même une épreuve où on va être sur du 6 heures de vélo. C'est un monument, donc c'est assez classique de ce côté-là. Il faudra faire attention, comme d'habitude, j'ai envie de dire, donc au mur de Sornano, à la descente. Les descentes en général, parce qu'on est quand même en fin de saison, on a des feuilles mortes. Parce qu'on n'est pas très haut en altitude, on va jamais dépasser les 1100 mètres, 1200 mètres, donc on est sur des situations où on n'est pas très haut en altitude, donc forcément beaucoup de feuilles. C'est un vrai problème sur les phases de freinage, parce que vous mettez une roue sur une feuille, ça peut partir de travers. Je rappelle, une roue de vélo, c'est pas très large, donc là il faut faire très attention dans ce genre de situation. Et puis faire attention aux patchs d'humidité. Qui sont assez présents aussi à cette période-là de l'année, surtout qu'il a beaucoup plu quand même ces derniers jours en Italie. Donc forcément, ça va être un petit désavantage pour les coureurs. Que dire de plus? C'est pas mon monument préféré. Je dirais même celui que j'aime le moins des 5 monuments. Alors déjà, c'est peut-être celui que j'ai le moins regardé de ma vie. Parce que je m'y suis intéressé assez tard au Tour de Lombardie. Mais même les éditions que j'ai vues, j'ai vu les Tours de Lombardie des 10 dernières années, m'ont pas forcément plus passionné que ça. C'est pas forcément la course qui me passionne. Alors, ce qui est intéressant avec le Tour de Lombardie, c'est qu'on a souvent des surprises. Même si c'est plus trop le cas ces dernières années, mais il y a eu quand même des surprises autour de Lombardie, même si Enric Mas deuxième et Badjoli deuxième, c'était quand même un peu des surprises, parce qu'il faut finir bien à l'année, il faut finir frais, ce qui n'est pas évident
sur une course comme celle-là, et qu'on a des coureurs qui vont prendre le départ, mais qui seront pas au top de leur forme. Il y a des équipes qui vont finir, allez, il y a 2 coureurs qui vont finir la course. Il y a déjà pas mal de coureurs en fait qui ont la tête aux vacances, tout simplement. Donc c'est compliqué de motiver les coureurs pour cette dernière course de la saison. Et les leaders ont parfois un petit peu du mal aussi à se motiver sur le Tour de Lombardie. Donc c'est une course qui se décante très vite, très tôt. Souvent il n'y a pas une grosse densité en fait de mecs qui peuvent s'imposer au départ. Et puis ouais, non, le parcours m'a jamais plus passionné que ça. Voilà. Dans l'année, je suis plus attiré par l'Amstel par exemple aujourd'hui. Je suis plus attiré par Paris Tour, par l'Estradé, que par le Tour de Lombardie. Bon, même si c'est une course importante, voilà, ça fait partie des 5 monuments, mais je sais pas, j'ai jamais accroché plus que ça à cette épreuve. Bon, et ben on regarde tout de suite la présentation du parcours. On regarde tout de suite le parcours de cette édition du Tour de Lombardie. De nouveau un départ depuis Borgame pour arriver à Côme. Je rappelle que c'est une année sur l'autre. Il y a une année on part de Côme pour aller à Bergame. Il y a une autre année où c'est l'inverse. Le retour du mur de Sornano au programme qui avait été annulé les dernières années parce que trop dangereux. Eh bien il est de retour et donc dans cette version là c'est vraiment le point le plus important de la journée, ce mur de Sornano. Journée donc très compliquée, avec ces 252 km. On part de Bergame et au bout de 20 km de course, on arrivera à Casasa. Ça sera le pied du Forcellino di Bianzano, 6 km 3 à 5,1 de moyenne. On va regarder cette première difficulté du jour. Vous voyez, c'est assez roulant. À part les derniers mètres de cette montée, vous voyez, c'est en noir, c'est-à-dire qu'on sera au-delà de 9% sur les 300 derniers mètres. Et puis, on aura un passage à 6,5% donc pour cette première montée de la journée. On redescend pour arriver sur la montée du Ganda. Grosso modo, ça va s'enchaîner énormément dans ces 120, dans ces 100 km là, entre le kilomètre 20 et le kilomètre 120. On va enchaîner pas mal de difficultés. On va enchaîner 4 difficultés, donc cette montée de Ganda. 9 km 4 à 7% de moyenne, on la regarde tout de suite. Et là, vous voyez, c'est bien plus difficile. La montée de Ganda, je dirais qu'après le mur de Sornano, c'est très compliqué. La seule différence, c'est que là, on est quand même très tôt dans la course avec cette montée de Ganda, notamment. Donc ce passage à 8,8% pendant 1 km 4, donc c'est-à-dire que là, on sera au-delà, encore une fois, de 9% sur le kilomètre, entre le kilomètre 8 et le kilomètre 9. Et puis même avant, c'est du 7,4, 8% même entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, donc c'est quand même plus compliqué. C'est quand même pas aussi dur que le mur de Sornano. On redescend. Pendant une dizaine de kilomètres, il y aura une petite transition dans une vallée. Et puis on arrive au Colle di Berberino. Non, Colle di Berbeno. Pardon. Montée beaucoup plus courte. Ça serait qualifié de montée de 3e catégorie sur un Giro. 4 km 5 à 6,2 de moyenne. On redescend. Et là, on attaque une autre grosse difficulté de la journée avec le Val Piana. 10 km 4 à 6,1 de moyenne. On sera au kilomètre 103, c'est-à-dire qu'il reste encore 149 km à parcourir après ce sommet. Là, c'est 6,1%, c'est une montée qui est plus régulière. Dans cette journée, il y aura quand même un passage à 7,3% du côté de cette montée à Val Piana, et puis on redescend, et là on est sur la phase de transition la plus importante presque de la course, entre le kilomètre 116 et le kilomètre 157, eh bien il n'y aura quasiment pas de difficulté dans ces 40 km là, avant d'attaquer la deuxième partie de course, ces 100 derniers kilomètres.
Ça commencera par l'enchaînement Sella di Onigo et Madonna del Ghisalo. Ce Sella di Onigo, 5 km 1 à 5,6 de moyenne. C'est pas très compliqué. Et donc l'enchaînement avec Madonna del Ghisalo, on a un passage à 8,2% entre km 6 et km 7. C'est surtout là que c'est compliqué parce qu'auparavant, c'est pas très dur non plus, cette Madonna del Ghisalo. Ça redescend. Et puis le sommet de la journée, c'est là où se fera la différence à 40 km de l'arrivée, 42, avec ce fameux mur de Sornano, 13 km 1 à 6,5 de moyenne. C'est déjà la côte la plus longue, mais le dernier kilomètre 608,3 de moyenne, on le regarde tout de suite, ce mur de Sornano, ce Colma di Sornano. Avec cette fin qui est extrêmement compliquée, un passage à 10,6%, et puis le final où ça n'arrête jamais de grimper. Donc c'est ça qui fait extrêmement mal dans ce mur de Sornano. Et puis on redescend. La descente très technique, très pentue. C'est ça qui fait la technicité de cette descente. Bien entendu, il y a le passage du pont où était tombé Remco Evenepoel, mais c'est extrêmement dur de freiner correctement dans cette descente parce que vous êtes un peu emporté par la pente. Donc il y a beaucoup de pentes dans la descente. Et puis après on arrive du côté de Côme avec un premier passage pas très loin de l'arrivée à environ 200 km 240, et puis le passage au San Fermo della Battaglia au kilomètre 246, 2 km 8 à 6,7 de moyenne, une côte assez avec des pourcentages encore, voilà, 7%, 8,6% pendant 600 mètres. Et puis on redescend vers Côme pour le dernier kilomètre et demi. Parce qu'il faut faire attention, comme vous le voyez, il y a 4,5 km entre le sommet et l'arrivée de la course. Donc c'est extrêmement court. Voilà, ce final, ça s'enchaîne énormément du côté de Côme. On regarde un petit peu le parcours donc, qui traverse la Lombardie. Donc on part de Bergame pour arriver à Côme. Des conditions climatiques qui vont pas être exceptionnelles, mais pas catastrophiques non plus. C'est-à-dire que le temps sera mitigé, pas mal nuageux. Mais le risque de pluie est à zéro quasiment pendant toute l'après-midi. Il devrait pleuvoir un petit peu le matin avant le départ de la course, et après on devra avoir plutôt une course sur le sec. Et après derrière, on a un vent qui est quasiment nul, des températures entre 13 et 18 degrés, donc c'est pas la canicule, mais on a vu pire ces derniers jours, et puis surtout pas de pluie. Et un vent extrêmement faible, voilà, inférieur à 15 km/h. Sur tout ce parcours du côté de cette course. Allez, on regarde tout de suite le palmarès de cette épreuve. On regarde le palmarès des années précédentes. Parmi les derniers vainqueurs, bien entendu, Tadej Pogačar qui a remporté les éditions 2021, 2022, 2023. L'année dernière, c'était devant Badjoli et devant Primož Roglič. Primož Roglič qui ne prendra pas le départ de cette édition. Et puis en 2022, c'était Enric Mas et Mikel Landa qui étaient derrière. En 2020, l'épreuve avait eu lieu un petit peu plus tôt dans la saison, en août, et c'était Jakob Fuglsang qui s'était imposé devant Bennett et Vlasov. On était en pleine période post-Covid. C'était le tout début de la reprise de la saison. On était avant le Tour de France, ce qui avait provoqué ce classement un petit peu surprenant. Et à l'époque, c'était encore diffusé sur la chaîne L'équipe. Mollema, lui, s'était imposé en 2019 devant Valverde et Bernal. Pinot, bien entendu, en 2018, dernier vainqueur français. Nibali a remporté 2 éditions. Surprise, Valverde n'a jamais gagné. Et oui, parmi les anomalies de l'histoire. Joaquim Rodriguez, lui, s'est imposé 2 fois, comme Philippe Gilbert en 2009 et 2010, et puis Cunego également 2 fois, Bettini 2006, 2005, et j'avais oublié Cunego même 2004. Pas mal de vainqueurs italiens sur cette épreuve. Parmi les vainqueurs français, donc on l'a dit, Thibaut Pinot, Julien Alaphilippe avait fini sur le podium en 2017, Thibaut Pinot sur le podium en 2015. Et puis Laurent Jalabert, vainqueur en 97, Gilles Deslions en 90, Charly Motin en 88, Bernard Hinault en 1984 et en 1979, et puis André Darrigade en 56, Louison Bobet en 51, qui était le deuxième vainqueur français
même le troisième, parce qu'il y avait eu Gustave Garrigou en 1907 et puis Henri Pélissier 1911, 1913 et 1920 pour cette épreuve qui ne s'est pas arrêtée pendant la Première Guerre mondiale et qui s'est arrêtée entre 43 et 44. Au moment de la Deuxième Guerre mondiale du côté de cette épreuve. Parmi les vainqueurs les plus connus, on a donc Charlie Motet, on le disait, Tommy Rominger qui s'était imposé, vous avez Moreno Argentine, l'italien, vous avez Moser, vous avez De Vlaminck, Eddy Merckx, Jean-Pierre Montserrat qui s'était imposé sur cette épreuve, Tom Simpson aussi, Rick Van Looy, Fausto Coppi, Tino Bartali sur cette épreuve, Alfredo Binda aussi, et puis donc Henri Pélissier notamment du côté des vainqueurs de cette épreuve. On regarde la liste de départ, les équipes présentes, et bien on commence avec la UAE. Au départ, le vainqueur en titre Pogačar, Marc Hirschi. Et puis on rajoute à ça Sivakov, Adam Yates qui était déjà sur le podium, Fisher Black, Maïka, Ian Creston. Bon, il n'y a pas grand chose à jeter sur cette équipe. Au départ, du côté de la Alpecin de Konin, qu'on emmènera Luca Vergalito, le jeune italien qui est, je pense, le seul, avec peut-être Tobias Bayer, même Google, je ne sais pas, pouvoir peut-être espérer être à l'arrivée du côté de Côme. Arkea partira avec Champoussin ou avec encore Anthony Delaplace ou Alessandro Verret. Alessandro Verret, il a un contrat pour l'année prochaine en passant. Toujours pas, hein. Le jeune coureur italien, donc lui il est un petit peu dans l'incertitude. Astana viendra avec Umba, avec Fortunato et Battistella. Du côté de la Bahreïn, on vient avec Tiberi, Bilbao, Buitrago. Du côté de la Cofidis, on vient avec Guillaume Martin et Kenny Elissonde. Kenny Elissonde qui lui aussi n'a pas de contrat pour l'année prochaine, pour le moment. La Coratec vient avec Davide Baldaccini et Alexandre Balmer notamment, et Ponomar, l'Ukrainien. La Décathlon vient avec Paré Peintre ou encore Nicolas Prodhomme ou Larry Varbeis. Du côté de EF, on vient avec Rui Costa, encore Michael Honoré et Georg Steinhauser. Du côté de la Groupama, on vient avec David Godu, encore Romain Grégoire. Du côté, Eleni Martinez est au départ. On s'attendait presque plus à le voir, Eleni Martinez. Ineos avec Tom Pincock et Arensman. Vous avez Intermarché avec Zimmerman et Mentis. Vous avez Israël avec Fugelsang et Bennett. Deux anciens très bons représentants sur cette épreuve. Lidl Trek vient avec Badjoli. Alors Bernard, c'est pas sûr parce qu'il est quand même tombé là sur la course du jour, donc on verra ce que ça va donner sur la course de jeudi. Van Gils sera là avec la Lotto avec Van Eetvelt. La Movistar sera là avec Henrik Mas ou encore Nairo Quintana et Mudberger. Tiens, Quintana lui aussi n'a pas de contrat, je crois, pour l'année prochaine, hein. Voilà, ça fait partie des coureurs qui sont toujours sans contrat. La Red Bull viendra avec Roger Adria ou encore Martinez, Lipovic et Vlasov et Jane. Donc ça va être dur de savoir qui sera le leader dans cette équipe. Soudal avec Remco Evenepoel au départ, ou encore Fausto Masnada. La DSM avec Romain et Van Wilder sera au départ. La DSM avec Romain Bardet et Warren Barguil, les deux Français, avec également Kevin Vermarqueux. Du côté de la Jaiqualula, Simon Yates, avec Zana et Mauro Schmidt. Du côté de la Poltico-Meta, Biganzoli. Jorgensen du côté de la Visma, avec Elderman et Kreuzweig et Bart Lehmann, qu'on a pas mal vu ces derniers jours. Du côté de la Tudor, on verra avec Michael Storer et Yanis Voisard. La Uno X viendra avec Tobias Aland, Johannessen. Et du côté de la VF Group, Pozzo Vivo. Dernière course de Pozzo Vivo en carrière. Il y aura également Giulio Pellizzari et Zoka Nareto, parce qu'il se retire. Voilà, après cette épreuve, c'est sa dernière course en carrière. Voilà, légende Domenico Pozzo Vivo, ça fait partie des coureurs importants du cyclisme qui prend sa retraite cette année. Du côté de la stratégie, bon, on est en fin de saison, il faut faire avec les moyens du bord. C'est-à-dire qu'il faut faire avec les moyens du bord quand on est coureur, mais aussi avec les équipiers, ce qui leur reste au niveau énergie, ce qui n'est pas évident. La première partie de course, il faut se cacher.
il faut économiser de l'énergie, et le lieu important pour moi, c'est Sornano. Avant Sornano, je suis pas sûr qu'il se passe grand chose. Il faudra être dans les bons groupes, il faudra pas tomber, mais je suis pas sûr qu'il se passe grand chose avant Sornano, et c'est à partir de Sornano où ça va déclencher. Puis après, faut faire avec les moyens du bord, hein. On est en fin de saison, pour beaucoup de coureurs, c'est la dernière course de l'année. La saison se termine dans 8 jours, hein, se termine le 20. Voilà, il faut faire avec l'énergie, la petite énergie qu'on peut encore avoir un petit peu sur cette fin de saison. Ce qui va pas être évident pour tous les coureurs. Et puis bien entendu, faire attention en descente, bien se nourrir, parce qu'on est quand même sur une épreuve de 6 heures, donc vraiment c'est important, bien manger, surtout qu'il fait pas chaud, et puis après tenter de faire le maximum. Et puis pour allier à Côme, c'est déjà ça veut dire qu'on aura déjà réussi quand même à faire quelque chose, parce que finir à Côme, c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de coureurs s'arrêteront assez loin de l'arrivée. Du côté de mes favoris, j'enregistre, nous sommes le jeudi 10 octobre, il est 19h05, donc il se peut que certains coureurs disparaissent de la liste de départ ou reviennent sur la liste de départ. Du côté des favoris, Pogačar, je vois difficilement comment on va faire pour battre Pogačar, vu la forme du moment. À part s'il a attrapé froid sur les 3 vallées varisines, ça va pas être simple. Pidcock, je me dis qu'il aime bien ce genre d'épreuve, Pidcock, les courses qui durent 6 heures, c'est vraiment quelque chose qui lui convient bien. Enric Mas, s'il a fait deuxième, c'est qu'il est capable de reproduire ça. Donc je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. Lennart Van den Velt, c'est l'un des rares qui a peut-être le punch pour suivre Pogačar. Après, il faut voir, il n'a pas couru depuis quelques temps. Il a manqué à Remco Evenepoel dans l'équipe de Belgique, je pense très clairement pour les championnats du monde, donc on verra. Il finit peut-être avec un peu plus de fraîcheur que ses adversaires. Les coureurs à suivre, alors j'ai oublié Buitrago aussi parmi mes favoris, parce qu'on sait que c'est un coureur, le Colombien, qui est toujours très difficile à battre sur ce type de parcours. À suivre, Remco Evenepoel, je ne le mets pas parmi mes favoris, ses dernières sorties m'ont pas rassuré, donc voilà. Je mets également Tiberi, ça m'intrigue de voir ce qu'il va donner Tiberi sur un parcours de ce type-là. Tobias Johannesson également, ça m'intrigue, le coureur de la Uno X. Et puis Gaudu, il a fait un bon tour d'Espagne, on va voir ce que ça va donner pour le coureur français. Du côté des horaires, programme télé, Eurosport 2 à partir de 10h25, donc samedi, pour une arrivée prévue entre 16h37 et 17h20, comptez 6 heures, hein, donc, pour les coureurs. Particularité, c'est une étape, c'est une épreuve, une course en intégralité. Après, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à regarder sur les premières heures de course? Je ne suis pas sûr, parce que ça va se dérouler de la manière suivante, une échappée matinale et qui sera reprise sur la deuxième partie d'épreuve. Donc je vous invite pas forcément à regarder en début de course, parce que c'est un peu comme Milan-San Remo, je suis pas sûr que vous allez prendre un grand plaisir, et c'est plutôt sur la fin de journée où là il faudra être concentré, il faudra être frais mentalement pour la fin de course. Et bien nous on se retrouve donc samedi juste après l'arrivée avec un short et un TikTok, et puis à 21h, entre 21h et 22h, vous savez, ma connexion internet est pas nickel, je pensais peut-être avoir la fibre avant la fin de saison, mais ça devrait être plutôt vers le 10-15 novembre, parce que ça s'accélère, voilà, pour la fibre. Je vous le dirai, parce que dès que j'ai la fibre, je pense qu'on fera des lives. Et ça veut dire que les vidéos mettront beaucoup moins de temps à se mettre en ligne. Ça aussi, ça changera ma vie. Eh bien nous on se retrouvera donc samedi entre 21h et 22h. Demain, on fera peut-être le débrief, je sais pas encore, ça dépend si je suis motivé ou pas, le débrief de Grande Piemonte. J'ai vu la course, voilà, je vous dirai si je fais le débrief ou pas, si j'ai des choses à dire, c'est peut-être pas sûr. J'aurais peut-être pas 150 choses à dire, voilà, sur cette course. Et puis sinon on se retrouve samedi. Voilà, sinon on ne se verra pas avant. Voilà, soit demain il y aura un petit débrief de Grande Piemonte, je ne sais pas encore. Sinon ça sera débrief samedi pardon, et puis dimanche on fera peut-être le chrono des nations. Voilà, il y a le chrono des nations, il y a le tour de Kyushu également du côté du Japon. Donc je sais pas, peut-être qu'on fera les débriefs de ces épreuves-là, vu qu'on rentrera dans la dernière semaine de l'année, de la saison 2024 au niveau des courses, qui s'arrête le 20 octobre. La deadline, c'est 20 octobre. 20 octobre, ça sera fini. Et puis moi, à partir de peut-être demain, je commence à travailler sur les top 10 de fin de saison,
pour éviter qu'il y ait une trop grosse coupure entre la fin de l'année et les top 10, pour commencer à faire des petits top 10 de fin de saison, peut-être dès fin octobre, pour que vous les ayez plutôt en novembre qu'en décembre. Voilà, sur la toute fin de saison, pour avoir peut-être plus le Vendée Globe et le biathlon sur la période hivernale du côté du mois de décembre. Mais ça, je vous dirai ça un petit peu plus tard. Peut-être il y aura des posts pour vous indiquer tout ça. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!